Le cours sur l'embryologie de l'appareil urogénital est en fait un cours indispensable qui vous permettra de comprendre la mise en place des viscères de l'appareil urinaire. Le cours d'embryologie urogénitale va commencer par présenter le tissu qui sera à l'origine de l'appareil urogénital sur cette coupe transversale de l'embryon. Il s'agit d'un embryon à 35 jours, c'est-à-dire d'un embryon au stade de 38 somites. Cette coupe fait sur le haut du schéma apparaître le tube neural avec de chaque côté le mésoderme paraaxial, c'est-à-dire l'ébauche qui donnera tous les tissus de soutien de l'embryon, qu'ils soient osseux, musculaires ou cartilagineux. Le tube digestif primitif ou entéron est situé plus ventralement. Il baigne dans le cœlome interne. C'est la cavité virtuelle qui donnera ultérieurement les cavités séreuses de l'embryon. Le cœlome interne est tapissé d'une membrane périphérique ou somatopleure et d'une membrane interne plaquée contre les viscères qui est la splanchnopleure. Ces deux membranes dérivent du mésoderme latéral. Au centre de la coupe prend place l'aorte primitive avec au départ de ce vaisseau des branches destinées aux parois et aux viscères. De chaque côté du méso-entéron, à gauche et à droite donc, il y a un bourgeon qui fait saillie dans le cœlome interne. Ce bourgeon, c'est le mésoderme intermédiaire. C'est de ce bourgeon que dérivera l'appareil urogénital que l'on va étudier maintenant. À la surface de ce bourgeon, il faut préciser deux autres structures. Tout d'abord, ventralement, la crête génitale qui correspond à l'ébauche de la gonade. Et dans l'angle entre le mésoderme intermédiaire et le méso-entéron, l'ébauche de la glande surrénale. Ce schéma fait apparaître le mésoderme intermédiaire reconstruit en 3 dimensions sur 3 niveaux somitiques successifs. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que l'on a réempilé 3 coupes transversales comparables à celle de la diapositive précédente. Sur la partie gauche du schéma, on met en place le tube cylindrique de l'aorte primitive, et donc à droite, on schématise le mésoderme intermédiaire comme un bourgeon qui fait saillie dans la cavité cœlomique interne. On ne considérera que les structures mésodermiques gauche, en retenant que les structures sont tout à fait symétriques du côté droit. À chaque niveau somitique, l'aorte donne une artère sous-cardinale destinée à nourrir le mésoderme intermédiaire en pleine croissance. Dans le prolongement de chacune de ces artères, il y a au sein du mésoderme intermédiaire une formation glomérulée qui se prolonge par un petit tubule. Il y a donc à chaque niveau somitique un glomérule et un tubule. Ces tubules se déversent tous dans un canal commun, crânio-caudal. Ce canal s'appelle le canal de Wolff. Il y a en plus, à la surface du mésoderme intermédiaire, une gouttière qui progressivement se refermera sur elle-même pour former un second canal, crânio-caudal également, et donc parallèle au canal de Wolff. Ce deuxième canal, qui n'est pas encore fermé sur le schéma, s'appelle le canal de Müller. Voici une coupe sagittale, passant par le plan médian, d'un embryon au cours des 2 premiers mois de vie. On reconnaît le canal allantoïdien qui passe dans l'orifice ombilical et qui se déverse dans le cloaque. À la partie dorsale de l'embryon,
nous allons faire apparaître le mésoderme intermédiaire en insistant sur le fait que ce mésoderme intermédiaire n'aura pas la même vitesse de croissance ni le même devenir en fonction des niveaux de l'embryon. Par exemple, au niveau de la jonction crânio-céphalique de l'embryon, le mésoderme intermédiaire s'appelle le pronéphros. Il apparaît au cours de la vie embryonnaire à la 3e semaine. Il aura une vie extrêmement brève puisqu'il disparaît dès la 4e semaine sans laisser aucun résidu dans l'espèce humaine. Au niveau dorso-lombaire de l'embryon, le mésoderme intermédiaire s'appelle le mésonéphros. On l'appelle également le corps de Wolf. C'est l'ébauche mésodermique la plus volumineuse. Elle apparaît dès la 4e semaine. Nous avons vu sur la diapositive précédente que ce mésonéphros déversait le contenu de ses tubules dans un canal crânio-caudal. Ce canal de Wolf, se termine dans le cloaque. Au niveau lombo-sacré de l'embryon, le mésoderme intermédiaire s'appelle le métanéphros. Il apparaît dès la 5e semaine de vie, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais sur le même embryon le pronéphros et le métanéphros. Ce métanéphros est lui aussi connecté à un canal qui s'appelle le bourgeon urétéral. Ce bourgeon urétéral est une branche qui se déverse dans le canal de Wolf et donc indirectement dans le cloaque. Voici une coupe sagittale passant par le plan médian qui fait apparaître la partie droite de la coupe de l'embryon et qui va insister sur les migrations de ces ébauches mésodermiques. Au pôle caudal, on reconnaît le cloaque qui reçoit le canal allantoïdien et le métanthéron, c'est-à-dire la fin de l'intestin primitif. Tout en haut du schéma, au niveau lombaire de l'embryon, il existe une ébauche surrénalienne qui sera un point fixe, c'est-à-dire que cette ébauche surrénalienne n'aura pas de migration au sein du rétropéritoine de l'embryon, ce qui sera tout à fait différent pour les autres ébauches mésodermiques. En dessous, on fait apparaître le mésonéphros, avec à sa surface le canal de Wolf, et devant lui, plus ventralement, l'ébauche de la gonade qu'on appelle la crête génitale. Cet ensemble, mésonéphros, canal de Wolf et crête génitale, va migrer caudalement. Le métanéphros, en position lombo-sacrée, est connecté sur le bourgeon urétéral. Cet ensemble va, lui, migrer crânialement en direction de l'ébauche surrénalienne. Voici un schéma orienté de la même façon que le précédent, c'est-à-dire une coupe sagittale passant par le plan médian. On observe la partie droite de la coupe et la partie dorsale est sur la droite du schéma. On retrouve donc au pôle caudal de l'embryon le cloaque, le métanthéron qui le rejoint, et en avant le canal allantoïdien. L'ébauche de la glande surrénale est un point fixe, sans migration. Le mésonéphros et le canal de Wolf, ainsi que la crête génitale, ont commencé leur migration descendante et sont sur ce schéma, à la 8e semaine, au même niveau que le métanéphros dans le rétropéritoine. Notez également qu'au cours de cette migration, les proportions entre les ébauches mésodermiques changent. La crête génitale est de plus en plus volumineuse, le mésonéphros sera de plus en plus petit, et le métanéphros ne cesse d'augmenter de volume également. Conjointement, le bourgeon urétéral va s'allonger pour suivre
le mouvement du métanéphros, il va aussi se diviser à l'intérieur du métanéphros. À la fin du 2e mois, les ébauches mésodermiques ont pratiquement rejoint leur position définitive. Dans le même temps, le cloaque a été compartimenté en 2 réservoirs, ventralement le sinus urogénital et dorsalement le métenthéron qui formera le rectum. Le bourgeon urétéral est de plus en plus ramifié à l'intérieur du métanéphros. Le métanéphros est pratiquement au contact de la glande surrénale. Le bourgeon urétéral s'est considérablement allongé et on peut parler maintenant de conduit urétère ou plus simplement d'urétère. Le mésonéphros a régressé à tel point qu'il est maintenant beaucoup plus petit que la gonade. Voici maintenant l'évolution plus en détail du bourgeon urétéral au sein du métanéphros. Le bourgeon urétéral est initialement au contact du métanéphros. Il va progressivement s'enfoncer dans le métanéphros et au fur et à mesure qu'il s'enfonce dans le métanéphros, il va se diviser pour segmenter le métanéphros en lobes. Il se ramifie jusqu'au 15e ordre, ce qui sera le niveau de ramification de l'adulte. À chaque ramification, il y a donc un peu de métanéphros qui va être repoussé en périphérie, ce qui donne au métanéphros un aspect polylobé. Le rein du nouveau-né, qui va être l'aboutissement de l'évolution du métanéphros, sera donc un rein polylobé. Et cette surface mamelonnée polylobée va persister jusqu'à l'âge de 6 ans. À partir de 6 ans, le rein aura une surface tout à fait lisse. Voici en quelques schémas l'évolution du métanéphros et du bourgeon urétéral au niveau microscopique. Il faut comprendre que le bourgeon urétéral vient initialement au contact des îlots cellulaires du métanéphros. Le premier phénomène sera de segmenter ces îlots au fur et à mesure des divisions du bourgeon urétéral. Ces magmas de cellules dans le prolongement du bourgeon urétéral vont ensuite se vacuoliser, c'est-à-dire que ces îlots cellulaires vont se creuser, puis ces vacuoles vont s'allonger, se tubuliser, jusqu'à aboutir à un aspect de glomérule à une extrémité, puis de tubule, et enfin, on se retrouvera dans les cavités qui dérivent du bourgeon urétéral. L'ensemble glomérule et tubule formeront les néphrons du rein définitif. La jonction entre les structures qui proviennent du métanéphros et celles qui proviennent du bourgeon urétéral se fera entre le tube contourné distal, qui est encore du métanéphros, et les tubes collecteurs, qui sont les divisions ultimes du bourgeon urétéral. Le rein sera fonctionnel entre le 5e et le 7e mois. Ce qu'il faut comprendre d'une façon générale en embryologie, c'est que chaque fois que 2 tissus viennent à la rencontre l'un de l'autre, ils finiront par s'ouvrir l'un dans l'autre, sauf si un 3e tissu vient s'interposer. Dans le cas du métanéphros, il y aura donc, à la fin de l'évolution des structures, l'ouverture des tubules dans les tubes collecteurs. Comme toujours en embryologie, il peut y avoir des ratés dans l'évolution embryologique et des défauts d'ouverture. Lorsque le rein va commencer à être fonctionnel, les glomérules et les tubules vont se remplir d'urine.
ne pourront pas se vider s'il n'y a pas eu d'ouverture dans le tube collecteur, et ces cavités vont se distendre pour former des kystes. La polykystose rénale est une maladie génétiquement déterminée où cette absence d'ouverture se répète très fréquemment au sein du rein. Lorsque ces kystes se gonflent, ils écrasent le tissu rénal normal autour d'eux et gênent le fonctionnement des reins jusqu'à aboutir à une insuffisance rénale. Nous allons insister sur cette diapositive et sur la suivante sur l'évolution des canaux des tissus mésodermiques. Ce premier schéma est une vue de face à la 6e semaine d'évolution qui insiste sur la partie droite du rétropéritoine et du pelvis de l'embryon. En pointillé, on insiste à peine sur la position du pronéphros qui, bien entendu, a disparu dès la 4e semaine. Il n'est simplement figuré sur le schéma que pour rappeler sa position de façon beaucoup plus crâniale au sein de l'embryon. Nous mettons en place au niveau lombaire l'ébauche de la glande surrénale, puis le mésonéphros, avec la crête génitale, future gonade, qui est posée contre lui. Le mésonéphros est rattaché au système de tubules qui rejoignent le canal de Wolff. Ce canal de Wolff descend caudalement en direction du cloaque. Il reçoit le bourgeon urétéral qui, lui, revient du métanéphros. Le métanéphros est en position beaucoup plus caudale que le mésonéphros. Le cloaque reçoit dorsalement la terminaison du tube digestif, c'est-à-dire le métenthéron. Plus ventralement que ces structures, viennent prendre place les canaux de Müller. Ces canaux de Müller sont ouverts par un orifice punctiforme à leur extrémité crâniale et sont fermés caudalement. Ils appuient sur le dôme du cloaque sans s'ouvrir à l'intérieur de la cavité cloacale. La gonade, le mésonéphros et le canal de Wolff sont suspendus dans le rétropéritoine par un système ligamentaire qu'on appelle le ligament suspenseur de la gonade. Au pôle caudal, cet ensemble tissulaire est fixé à un autre ligament opposé au précédent qu'on appelle le gubernaculum. Ce gubernaculum se fixe à la partie la plus caudale du périnée. Voici l'évolution de ces structures présentées sur ce schéma de face de cette région droite entre la fin du 2e mois et la moitié du 3e mois d'évolution. La glande surrénale n'a pas migré au sein de l'embryon. Le rein est maintenant à son contact avec un bourgeon urétéral qui est très long et qui est ouvert dans le sinus urogénital. Le sinus urogénital est l'évolution du cloaque qui est maintenant compartimenté en un réservoir ventral qui est donc le sinus urogénital et un réservoir dorsal qui sera le futur rectum, c'est encore le métenthéron. Le canal de Wolff est de plus en plus court, il a une terminaison indépendante du bourgeon urétéral. Il s'ouvre lui aussi dans le sinus urogénital. La gonade a augmenté sa taille par rapport à la taille du mésonéphros. Le canal de Müller, qui est toujours l'élément le plus ventral, est toujours perforé au niveau de son extrémité crâniale. Cette extrémité est festonnée. Son extrémité caudale est borgne. Elle est au contact du sinus urogénital sans s'ouvrir dans la cavité du sinus urogénital. Les deux canaux de Müller sont l'un contre l'autre adossés au niveau de leur portion caudale. Voici une coupe sagittale qui passe par le plan médian, qui va montrer la façon dont le cloaque va évoluer vers deux réservoirs strictement indépendants. Au sein de cette coupe, on schématise
la cavité célomique interne de l'embryon. On rappelle la position du canal allantoïdien qui rejoint le cloaque. La partie antérieure ou ventrale du cloaque est le sinus urogénital et la partie postérieure le métenthéron. La membrane cloacale est simplement l'adossement de deux feuillets embryonnaires, celui qui ferme le cloaque caudalement et qui dérive donc de l'entoderme, et la couverture périnéale de l'embryon, en bleu sur le schéma, qui dérive de l'ectoderme. On représente maintenant le canal de Wolff qui rejoint la face postérieure du sinus urogénital. Puis l'on introduit ici une nouvelle structure qu'on appelle l'éperon périnéal, qu'on appelle également le septum urorectal, qui est un ensemble de tissus mésenchymateux indifférenciés qui apparaît à la partie la plus caudale du cellum interne, sous le cellum interne. L'éperon périnéal va migrer en direction du pôle caudal de l'embryon. Voici ici un embryon à la 5e semaine, et l'on voit sur le haut du schéma le sinus urogénital qui progressivement sera séparé du métenthéron par le bourgeon constitué de l'éperon périnéal. Ces cellules mésenchymateuses indifférenciées vont migrer en direction de cette membrane cloacale. Dans le même temps, les deux canaux, bourgeon urétéral et canal de Wolff, vont progressivement se séparer l'un de l'autre. C'est en fait l'augmentation de la taille du sinus urogénital qui, par glissement, fait séparer ces deux abouchements canalaires. Voici ce qui se passe maintenant à la 6e semaine d'évolution. L'éperon périnéal se rapproche de la membrane cloacale. Le bourgeon urétéral est tout à fait indépendant du canal de Wolff. L'éperon périnéal va envoyer des îlots cellulaires sous la membrane cloacale pour former les futurs sphincters autour des orifices de vidange des réservoirs urinaires et digestifs. Nous sommes maintenant à la 7e semaine. Le sinus urogénital est tout à fait indépendant du rectum. Le bourgeon urétéral a un abouchement qui s'est encore éloigné de celui du canal de Wolff. Les sphincters sont en train de se mettre en place et ils dérivent de ce tissu mésenchymateux indifférencié. Au niveau de la membrane cloacale, chaque fois que deux feuillets seront l'un contre l'autre, ectodermique, entodermique, il y aura tôt ou tard une fragmentation, une déchirure de cette membrane. Chaque fois que des îlots de mésenchyme viendront s'interposer entre ces deux membranes, la membrane restera solide. Voici une vue de face de la partie basse du sinus urogénital qui est comparée ici à un entonnoir. À la face dorsale, le sinus urogénital reçoit les deux bourgeons urétéraux gauche et droit, et de façon plus caudale, les deux canaux de Wolff. L'abouchement des deux canaux de Wolff, gauche et droit, est très proche, alors que les bourgeons urétéraux ont une terminaison qui est très éloignée l'un de l'autre. À l'intérieur du sinus urogénital, ces quatre orifices canalaires déterminent une surface triangulaire qu'on appelle le trigone vésical. Cet ensemble triangulaire dérive du bourgeon urétéral et du canal de Wolff. C'est-à-dire que ce trigone vésical est en fait formé petit à petit par les parois mêmes de ces deux canaux qui vont s'écarter les uns des autres. La membrane cloacale, chaque fois qu'elle sera résumée à deux feuillets l'un contre l'autre, s'ouvrira à la 9e semaine. Chaque fois que le mésenchyme sera venu s'interposer, on trouvera
lors de l'évolution, les sphincters autour du rectum et autour du sinus urogénital. Voici quelques exemples pratiques de défauts de migration de ces ébauches. Du côté gauche, voici un exemple de rein pelvien droit. Le métanéphrose peut ne pas migrer de façon ascendante dans le rétropéritoine. Lorsque le métanéphrose reste en position pelvienne, ce métanéphrose va puiser sa vascularisation à proximité de lui. Ainsi, les artères de ces reins pelviens seront des branches des artères iliaques et le système de drainage veineux se fera vers les axes iliaques. Au niveau lombaire, il n'y aura donc pas de loge rénale. Par contre, il n'y a aucune raison pour que la glande surrénale du même côté soit absente, vu que cette ébauche est strictement indépendante et qu'elle ne migrera pas. Voici un autre exemple d'anomalie de migration de ces ébauches. C'est ce que l'on appelle le rein en fer à cheval, ou également la synéchie des métanéphroses. Il peut arriver au niveau sacro-lombaire de l'embryon que les métanéphroses gauche et droit soient attachés l'un à l'autre. Lorsque ces métanéphroses vont rentrer en mouvement, vont commencer leur migration, ils vont rapidement être stoppés par une barrière située sur la ligne médiane, qui est l'artère mésentérique inférieure naissant de l'aorte. Le rein en fer à cheval va donc systématiquement se bloquer sous l'origine de l'artère mésentérique inférieure. Ce rein en fer à cheval est en fait une association de deux reins strictement normaux et tout à fait fonctionnels. Les artères de ces reins en fer à cheval seront des branches de l'aorte qui vont naître à proximité, c'est-à-dire qu'en général, elles naissent des deux faces latérales de l'aorte au niveau de l'origine de l'artère mésentérique inférieure. Voici maintenant quelques anomalies dues à la migration du bourgeon urétéral. Nous avons vu que le bourgeon urétéral venait au contact du métanéphrose pour pénétrer à l'intérieur de lui et s'y diviser. Il peut arriver que le bourgeon urétéral se divise avant d'entrer en contact avec le métanéphrose. Si cette division se fait très précocement, il y aura deux systèmes canalaires sortant du rein, c'est-à-dire deux uretères. On parle de duplication urétérale. Si le bourgeon urétéral se divise un peu avant le métanéphrose, on aura alors une duplication piélique. Ensuite, il peut arriver que, en cas de division précoce du bourgeon urétéral, ce bourgeon urétéral ait suffisamment de force pour séparer en deux le métanéphrose. Et au terme de l'évolution, on pourra alors avoir une duplication rénale. C'est en général une association de deux reins d'un même côté. En général, il existe un pôle supérieur de petite taille qui peut représenter le tiers du volume d'un rein, et le reste du rein ne représente que les deux tiers de la taille d'un rein normal. Ce cours d'embryologie vous permet également de comprendre qu'il peut y avoir des défauts de terminaison des bourgeons canalaires de l'embryon. Du côté gauche, on prend l'exemple du rétropéritoine et du pelvis féminin, avec un rein représenté, son uretère, qui se termine à la face postérieure de la vessie. En arrière de la vessie, on retrouve l'utérus et le vagin, et en arrière encore, le rectum. Il peut y avoir des variations de terminaison du bourgeon urétéral qui, initialement, rejoint le cloaque. Si la terminaison du bourgeon urétéral reste en arrière de la séparation du cloaque, l'urtère définitif peut s'aboucher dans le rectum. C'est ce qui est représenté en 1 sur le schéma.
Il peut y avoir ensuite des abouchements d'urtères qui se font dans le sinus urogénital, mais qui resteront dans la partie génitale du sinus et qui n'atteindront pas la vessie. On voit en deux l'abouchement d'un urtère dans le vagin. Il peut y avoir également des abouchements de l'urtère en dessous du niveau des sphincters, et ici en 3, on représente la terminaison de l'urtère, non pas dans la vessie, mais en dessous de la vessie, c'est-à-dire dans l'urètre. Nous allons maintenant insister sur l'embryologie de la partie génitale du rétropéritoine et du pelvis. Et nous commençons par parler de l'origine des gonades. Voici une vue de 3/4 gauche de la partie dorsale d'un embryon, et on ne retient que cette partie dorsale est le pôle caudal de l'embryon. Voici le canal allantoïdien qui se déverse dans le cloaque, ainsi que le métanthéron. De part et d'autre du méso de l'intestin, on dessine les deux mésonéphros, gauche et droit. Dans l'angle entre le mésoenthéron et le mésonéphros, on met en place l'ébauche de la glande surrénale, et on dessine maintenant, dans l'angle formé par le métanthéron et le canal allantoïdien, de grosses cellules germinales primordiales qui apparaissent au sein de l'embryon au bout de 21 jours de vie embryonnaire. Ces cellules sont sous la splanchnopleure. Elles vont rapidement migrer et au cours de la 5e semaine, on les retrouve sur les faces latérales du métanthéron. Elles glissent sous la splanchnopleure. À la 6e semaine, elles vont atteindre les crêtes génitales qui sont à la surface du mésonéphros. Et dès la 7e semaine, ces gonades vont permettre par leur sécrétion hormonale la différenciation sexuelle. Voici un gros plan maintenant sur la jonction entre ces cellules germinales primordiales et le tissu d'accueil, c'est-à-dire le mésoderme. Voici une coupe qui fait apparaître le mésoderme latéral, qu'il soit splanchnopleure ou somatopleure, peu importe, au niveau de la crête génitale. En blanc, on laisse le cellum interne, et sous le cellum interne, on fait apparaître une de ces grosses cellules rondes qui est une cellule germinale primordiale. Lorsque ces cellules germinales primordiales viennent au contact de la crête génitale, le mésoderme latéral va les envelopper, puis ensuite, le mésoderme latéral va proliférer sous la forme de cordons qui vont s'enfoncer dans la profondeur du mésoderme pour servir de tuteur nourricier à ces cellules primordiales. Ces cellules vont pouvoir se diviser et vont s'organiser pour former la gonade. Cette notion vous permettra de comprendre, lorsqu'on étudiera l'ovaire à la fin de ce cours, que l'ovaire lui-même n'est pas recouvert de péritoine. Sur la partie droite de la diapositive, on montre comment l'ovaire est enveloppé d'un tissu qui dérive de la crête génitale, mais ce tissu crève la surface du péritoine, qui est représenté de part et d'autre, sans que le péritoine ne recouvre l'ovaire. L'ovaire est né d'une différenciation du mésoderme latéral, mais il n'y a plus de splanchnopleure ou de somatopleure à sa surface. C'est le seul moyen pour que lors de l'ovulation, l'ovocyte puisse se retrouver à l'intérieur de la cavité péritonéale et non pas sous le péritoine. Voici maintenant la comparaison de l'évolution des deux gonades, masculines et féminines. On commence ici par parler du testicule et on va montrer qu'il va évoluer de façon centripète, alors que l'ovaire évoluera de façon centrifuge. C'est-à-dire que le testicule va s'enfermer
dans une glande avec une paroi très épaisse pour diriger la fabrication des cellules germinales vers un conduit commun. Et cette coque épaisse s'appelle l'albuginée. L'albuginée dérive des cordons sexuels primaires, qu'on appelle ici les cordons gonadaux. Ces cordons, comme on l'a montré précédemment, s'enfoncent à l'intérieur de la gonade et servent de tuteur pour les cellules germinales qui ont pu proliférer. Chez l'homme, ces cellules germinales ont proliféré pour s'organiser en tubes. Les parois de ces tubes sont formées des dérivés de ces cellules germinales. Ces tubes s'appellent les tubes séminifères. Ce sont des tubes extrêmement longs, enroulés sur eux-mêmes, et les cordons sexuels primaires sont là pour organiser un peu la structure interne du testicule. Tous ces tubes séminifères convergent vers un réseau canalaire commun au centre du testicule qu'on appelle le rété testis, c'est-à-dire une sorte de filet ou de marécage dans lequel se déversent tous ces tubes séminifères. À l'autre bout du rété testis, on va retrouver les tubes droits qui sont en fait l'évolution des tubules qu'on a représentés sur la deuxième diapositive de ce cours, c'est-à-dire les tubules qui sont à l'intérieur du mésoderme. Ces tubes droits se déversent dans un canal commun. Ce canal est enroulé à l'intérieur du mésonéphros de l'embryon. Cet enroulement forme la structure de l'épididyme qui est à la surface du testicule. Ces tubes droits se déversent dans le canal de Wolff de l'embryon et chez l'homme on parlera de conduit déférent. À la surface du mésonéphros, c'est-à-dire du futur épididyme, on retrouvera le canal de Müller qui va involuer pour laisser quelques résidus. Chez la femme, l'évolution de la gonade se fera donc de façon centrifuge, c'est-à-dire que tout sera fait pour que les cellules germinales puissent se disperser dans la cavité péritonéale et qu'elles ne soient pas dirigées vers un canal commun, comme dans la gonade masculine. Il y a au sein de l'évolution de l'ovaire une deuxième ligne de cordons sexuels qui va avancer de la périphérie vers le centre. On les appelle les cordons sexuels secondaires ou encore cordons corticaux. Ils vont venir envoyer des îlots cellulaires autour des cellules germinales. Ces cellules seront donc entourées de couronnes de cellules nourricières qu'on appelle les cellules folliculaires, et l'ensemble d'une ovogonie, donc cellules germinales, et de cellules folliculaires qui s'organisent autour, forment le follicule primordial. Une femme porte 300 000 follicules primordiaux. Au centre de l'ovaire, on retrouve les résidus des cordons sexuels primaires qui ont rejoint le centre de la glande pour s'y atrophier. De la même façon, tout l'appareil wolffien va disparaître et on retrouve souvent au centre de l'ovaire des restes d'un ancien marécage tubulaire qu'on appelle le rété ovarie qui n'a pas de fonction chez la femme adulte. À la surface de l'ovaire, on retrouve par contre l'évolution du canal de Müller qui, petit à petit, donnera la structure de la trompe utérine. L'extrémité crâniale de la trompe sera une extrémité perforée d'un ostium et une extrémité festonnée pour former le pavillon de la trompe. Voici maintenant l'évolution des gonades féminines présentée sur une vue de face du rétropéritoine et du pelvis. Nous sommes ici à la 8e semaine. Les gonades sont en position lombaire. À la partie basse du schéma, on représente le sinus urogénital dans lequel se déversent les deux canaux de Wolff. Les canaux de Müller, qui sont plus ventraux, sont adossés l'un contre l'autre sans ouverture dans le sinus urogénital.
ils sont simplement perforés à leur extrémité crâniale. Les ovaires sont attachés entre le ligament suspenseur de la gonade vers le haut, ligament lombo-ovarien, et vers le bas, avec le ligament gubernaculum ovari. Voici l'évolution presque définitive de ces structures. Nous retrouvons maintenant les structures des trompes utérines avec les pavillons. L'utérus est formé par l'adossement des deux canaux de Müller qui finiront par s'ouvrir l'un dans l'autre pour former une seule et même cavité. Pour l'instant, ces deux canaux de Müller réunis sont toujours fermés et ne s'ouvrent pas dans le sinus urogénital. Les ovaires ont été attirés en position pelvienne par un raccourcissement du gubernaculum ovari. Le ligament lombo-ovarien, le ligament suspenseur de la gonade, n'a fait que s'allonger et servir de guide au vaisseau nourricier de l'ovaire. À la surface de l'ovaire, on va retrouver les structures atrophiques de l'appareil wolffien. Contre l'ovaire, on parle d'épophoron, à proximité de paraphoron, et on retrouve parfois des résidus plus importants au contact du col de l'utérus. Ce sont les conduits déférents vestigiaux. Ce sont parfois des petits conduits borgnes qui peuvent persister chez la femme adulte. Nous allons maintenant insister sur la jonction entre les canaux de Müller et le sinus urogénital. Voici en 1 le premier stade, le stade où les deux canaux de Müller sont adossés l'un contre l'autre, déjà en train de s'ouvrir l'un dans l'autre, toujours fermés contre le sinus urogénital. Au niveau du contact avec le sinus urogénital, il y a un épaississement du tissu mésodermique en verre. Ce mésoderme ou mésenchyme va se vacuoliser. C'est ce que montre le schéma numéro 2. Donc ce tissu va se creuser d'une lacune, toujours au contact du sinus urogénital mais sans ouverture. Au stade suivant, cette vacuole va s'ouvrir dans les canaux de Müller réunis et en bas dans le sinus urogénital. L'ouverture vers le haut formera le col de l'utérus. L'ouverture vers le bas sera à la jonction entre le tiers supérieur du vagin et les deux tiers inférieurs du vagin. Cette zone de rupture tissulaire, c'est l'hymen. C'est-à-dire que la membrane de l'hymen est en fait l'ancienne zone de contact entre le sinus urogénital et la fin des canaux de Müller. Voici maintenant l'évolution de ces structures génitales féminines présentées sur des coupes transversales. Le but est ici de vous faire comprendre comment le rapprochement des canaux de Müller va séparer la cavité péritonéale et va former sur les côtés du futur utérus le ligament large. Le ligament large est une structure anatomique difficile à comprendre en anatomie adulte. Il semble plus simple d'évoquer cette structure dès le cours d'embryologie, ce qui vous permettra, lorsqu'on étudiera le cours sur l'appareil génital de la femme, de vous reporter à ces quelques schémas d'embryologie pour comprendre l'évolution des structures péritonéales complexes. Voici donc une coupe de l'embryon qui présente au centre le métenthéron, contre la paroi ectodermique ventralement le cloaque. L'espace laissé en bleu, c'est la cavité célomique interne, qui bien évidemment n'est qu'une cavité virtuelle, elle est largement agrandie sur le schéma. On retrouve contre le méso de l'enthéron les ébauches surrénaliennes gauche et droite, et à la surface du mésoderme intermédiaire, les crêtes génitales, futures gonades. À l'intérieur du mésoderme, on retrouve les deux canaux de Wolff et de Müller de chaque côté.
Lorsque les canaux de Müller se rapprochent l'un de l'autre, tout au moins à leur portion caudale, ils vont entraîner avec eux l'ensemble des structures du mésoderme. Et en se rapprochant pour se placer derrière le sinus urogénital, ils vont progressivement passer entre le sinus urogénital et le métenthéron. Voici à la 9e semaine la réunion des deux canaux de Müller, gauche et droit. Lorsque ces canaux adossés l'un contre l'autre finiront par s'ouvrir l'un dans l'autre, ils formeront une seule cavité qui sera l'utérus. C'est donc une cavité impaire médiane. De chaque côté, on retrouve les ovaires et à leur contact quelques résidus wolffiens. Il existe bel et bien, à cause de la réunion des canaux de Müller, deux cul-de-sac du péritoine qui sont maintenant formés, l'un en arrière des structures génitales, c'est le cul-de-sac ou récessus recto-vaginal, l'autre en avant, le cul-de-sac vésico-utérin. Ce que l'on appelle le ligament large de l'utérus, c'est l'ensemble des structures comprises entre les deux feuillets de péritoine, l'un dorsal autour de l'ovaire, l'autre ventral tourné vers le cul-de-sac vésico-utérin. Le ligament large comprendra donc les vaisseaux nourriciers de l'appareil génital de la femme, enveloppés de part et d'autre de tissus séreux. Ce sont en quelque sorte les deux mésos gauche et droit de l'utérus. Voici maintenant l'évolution de la gonade masculine et la régression des ébauches müllériennes. À la surface du testicule, on retrouve l'enroulement de l'épididyme, l'ancien mésonéphros, d'où sort le canal de Wolff, qu'il faut appeler maintenant conduit déférent. Ce canal de Wolff qui a considérablement régressé peut parfois donner un petit diverticule au-dessus du testicule qu'on appelle l'idatide pédiculé. Ce petit résidu peut être parfois suffisamment pédiculé pour se tordre sur lui-même, et il y a ainsi, à la surface du testicule de l'adulte, des petites idatides pédiculées qui peuvent se tordre et donner parfois un tableau clinique très proche de celui de la torsion du testicule. L'appareil müllérien va donc régresser et l'on retrouvera, à proximité de l'appareil wolffien, quelques résidus au contact du testicule, le paradidyme, au pôle supérieur du testicule, l'idatide sessile, et parallèlement au trajet du conduit déférent, des vases aberrants, c'est-à-dire des conduits aberrants müllériens, des conduits borgnes. Voici maintenant présenté très schématiquement l'appareil urinaire et génital de l'homme sur le schéma à gauche. On voit ici la vessie schématisée comme une sphère qui reçoit dorsalement les urtères, gauche et droit, et les testicules qui vont diriger le sperme dans les conduits déférents qui vont rejoindre le pelvis pour s'ouvrir à l'intérieur de la prostate dans l'urètre. Nous allons agrandir cette jonction entre les voies urinaires et spermatiques. Voici donc un agrandissement d'une coupe en blanc de l'urètre prostatique, c'est-à-dire du canal de vidange de la vessie lorsqu'il passe à travers la prostate. À sa face postérieure, l'urètre prostatique va recevoir les conduits déférents gauche et droit. À ce niveau, les conduits vont même évoluer pour se doter d'un petit réservoir, un par côté, qu'on appelle vésicule séminale. Ces structures s'ouvrent donc à la face postérieure de l'urètre. Et entre l'ouverture de ces deux voies spermatiques,
on retrouve un petit résidu mullérien qui correspond en fait à l'adossement des deux canaux de Muller gauche et droit chez l'homme. Ces deux canaux de Muller vont eux aussi se rejoindre pour former une seule et même cavité, mais il s'agit ici d'une cavité microscopique qu'on appelle utricule prostatique, c'est-à-dire petit utérus dans la prostate. C'est donc une cavité borgne qui est l'équivalent de l'utérus chez la femme, qui n'a aucune fonction chez l'homme et qui est située sur la ligne médiane entre les terminaisons des voies spermatiques. Autre notion à mettre en place maintenant, c'est l'évolution, la migration de la gonade masculine au sein du rétropéritoine, puis du pelvis, jusque dans sa position définitive, c'est-à-dire le scrotum. Voici une coupe très simple, une coupe sagittale de l'embryon mâle à la fin du 2e mois. On schématise le cellum interne par cet espace bleu qui est à gauche, et sous la ligne du péritoine pariétal, on met en place l'ébauche de la glande surrénale, le rein en dessous, et le testicule en cours de migration. C'est le raccourcissement du gubernaculum testis qui va tirer le testicule vers le bas. Ce gubernaculum est fixé en bas à la face profonde des bourrelets périnéaux qui formeront le futur scrotum. Ces bourrelets s'appellent les tubercules labio-scrotaux, c'est-à-dire des tubercules charnus qui donneront chez la femme les lèvres et chez l'homme le scrotum. Au cours du 7e mois, le testicule a gagné sa position définitive dans le scrotum. Il a entraîné avec lui un petit peu de la cavité célomique interne. Le gubernaculum s'est raccourci, il est par contre toujours présent et il continuera définitivement à fixer le testicule à son pôle caudal. À partir de cette cavité célomique interne ou cavité péritonéale, il y a donc un petit diverticule qui va protéger, envelopper le testicule. On l'appelle la cavité vaginale du testicule. Il existe un petit canal entre la cavité péritonéale et la cavité vaginale qu'on appelle le canal péritonéo-vaginal. Voici maintenant la structure définitive avec le testicule en place dans le scrotum, attaché au pôle inférieur par le gubernaculum testis très court, et on retrouve maintenant la cavité péritonéale qui est séparée de la cavité vaginale, qu'on appelle plus simplement la vaginale testiculaire. Entre les deux, il n'y a plus de canal, mais une structure ligamentaire qui persiste définitivement. Ce canal péritonéo-vaginal va se boucher à la naissance, mais parfois plus tard, ce qui fait que l'on peut voir parfois chez le nouveau-né mâle de petits épanchements liquidiens dans la vaginale testiculaire qui gonflent les bourses du nouveau-né. Il peut exister parfois une persistance de ce canal, ce qui chez l'enfant peut donner lieu à la descente de viscères intestinaux à travers le canal péritonéo-vaginal jusque vers le testicule. C'est ici l'explication des hernies du nouveau-né. Parfois, la vaginale testiculaire peut se boucher trop rapidement en piégeant à l'intérieur du liquide, ce qui donne une poche d'eau autour du testicule qu'on appelle une hydrocèle. Ensuite, il peut y avoir une fermeture du canal péritonéo-vaginal au-dessus et en dessous d'une petite poche de liquide piégé qui forme un petit kyste sur le trajet du ligament péritonéo-vaginal comme une perle sur un fil. On parle de kyste du cordon. Toutes ces pathologies sont maintenant faciles à comprendre si vous avez compris l'évolution, la migration de la gonade mâle.